Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre notre cours sécurité informatique, donc plus exactement notre module 6. Et pour la troisième partie, donc on avait vu déjà les deux premières parties de l'attaque informatique. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le maintien d'accès. Donc, une fois qu'on a obtenu l'accès et augmenté nos privilèges sur un système cible, l'attaquant va tenter de conserver son accès pour pouvoir l'exploiter ultérieurement, ou pour pouvoir faire du système compromis une rampe de lancement à partir de laquelle il pourra attaquer d'autres systèmes sur le réseau. Il faut savoir que les attaquants exécuteront à distance des applications malveillantes telles que les enregistreurs de frappe, les logiciels espions et d'autres programmes malveillants pour pouvoir maintenir leur accès au système cible et voler des informations critiques tels que les noms d'utilisateurs ou les mots de passe. Les attaquants cachent leurs programmes ou fichiers malveillants à l'aide de rootkits, de stéganographie, de flux de données NTFS, ainsi que d'autres techniques que nous allons voir tout au long de ce cours, ils le font pour maintenir leur accès au système cible. Alors, une fois que l'attaquant a obtenu les privilèges plus élevés sur le système cible, en tentant bien sûr diverses tentatives d'élévation de privilèges telles qu'on l'a déjà vu, il peut tenter d'exécuter une application malveillante en exploitant une vulnérabilité afin d'exécuter un code arbitraire. En exécutant des applications malveillantes, l'attaquant peut voler des informations personnelles, obtenir un accès non autorisé aux ressources du système, déchiffrer des mots de passe, capturer des captures d'écran ou bien installer une porte dérobée pour maintenir un accès plus facile. Les attaquants exécutent des applications malveillantes à ce stade dans un processus appelé prise de possession, bien owning the system. Une fois qu'ils auront acquis les privilèges administratifs, ils exécuteront les applications. Donc les attaquants peuvent même essayer de le faire à distance sur la machine de la victime pour accueillir les mêmes informations que nous avons décrites ci-dessus. Donc, parmi les techniques utilisées, on peut avoir les portes dérobées, qui sont des programmes conçus pour refuser ou bien perturber les opérations, recueillir des informations qui conduiront à une exploitation, bien à une perte de confidentialité, tout simplement un accès non autorisé aux ressources du système. Nous avons les crackers, qui sont des composants logiciels ou des programmes qui sont conçus pour déchiffrer un code ou un mot de passe. Les keyloggers ou bien les enregistreurs de frappe peuvent être matériels ou bien logiciels. Dans les deux cas, leur objectif est d'enregistrer sur chaque frappe effectuée et sur le clavier de l'ordinateur. Ils peuvent capturer des captures d'écran et les envoyer à des emplacements spécifiques. Nous avons aussi, enfin les spyware qui sont des logiciels espions qui vont faire des captures d'écran. Ils vont les envoyer à des emplacements spécifiques définis par le pirate informatique. Pour cela, les attaquants doivent maintenir l'accès aux ordinateurs des victimes après avoir obtenu toutes les informations requises de l'ordinateur de cette dernière. L'attaquant installera plusieurs portes dérobées pour y accéder facilement à l'avenir. Alors, il faut savoir que les techniques d'exécution de code à distance sont diverses. Nous avons plusieurs techniques qui peuvent être utilisées par les attaquants pour exécuter leur code malveillant. Ces techniques sont souvent mises en œuvre après avoir initialement compromis le système et étendu l'accès au système distant présent sur le réseau de la cible. Nous allons essayer de voir ensemble quelques-unes de ces techniques. La première, c'est l'exploitation pour l'exécution client, ce qu'on appelle Exploitation for Client Execution. Donc, c'est des pratiques de codage non sécurisées dont les logiciels peuvent les rendre vulnérables à diverses attaques. Donc, les attaques peuvent exploiter ces vulnérabilités sous-jacentes des logiciels grâce à des exploitations ciblées dans le but d'exécuter du code arbitraire afin de maintenir l'accès au système cible distant. Nous avons différents types d'exploitation pour l'exécution du client. On peut citer à titre d'exemple l'exploitation basée sur les navigateurs web. Savoir que les attaquants ciblent les navigateurs web via des liens de spear phishing, ce qui conduit à des compromissions. Les systèmes distants peuvent être compromis lors d'une navigation web normale ou via plusieurs utilisateurs cibles, victimes des liens de spear phishing
vers des sites contrôlés par les attaquants et utilisés pour exploiter le navigateur web. Ce type d'exploitation ne nécessite pas l'intervention de l'utilisateur pour son exécution. Nous avons aussi l'exploitation basée sur les applications bureautiques. Il faut savoir que les attaquants ciblent des applications bureautiques communes, que Microsoft Office, via différentes variantes de spear phishing. Par exemple, les emails contenant des liens vers des fichiers malveillants seront directement envoyés aux utilisateurs finaux téléchargement. Pour exécuter les exploits, les utilisateurs finaux doivent ouvrir un document ou un fichier malveillant. Nous avons les exploitations basées sur les applications tiers. Dans ce cas de figure, l'attaquant peut exploiter des applications tierces couramment utilisées et qui sont déployées dans le cadre du logiciel. Les applications, par exemple, telles que Acrobat Reader, sont généralement ciblées par les attaquants pour accéder au système distant. En deuxième position, nous allons voir ce qu'on appelle les tâches planifiées, bien scheduled tasks. Alors, il faut savoir que les tâches planifiées permettent généralement aux utilisateurs d'effectuer de manière automatique des tâches de routine choisies pour un ordinateur donné. Il existe deux utilitaires, savoir SCH Tasks et AT, qui peuvent être utilisés avec le planificateur de tâches Windows pour exécuter du code, un script spécifique à une date et à une heure planifiée. Grâce à la planification des tâches, les attaquants peuvent exécuter des programmes malveillants au démarrage du système ou bien les planifier à une date ou à une heure spécifique afin de maintenir l'accès au système cible et exécuter ensuite du code distant pour obtenir les privilèges du niveau administrateur sur le système distant. À titre de rappel, ces techniques ne seront utilisées qu'une fois qu'on a pris possession de la machine. Alors, la troisième approche, c'est ce qu'on appelle l'exécution de services. Alors, il faut savoir que les services système sont des programmes qui s'exécutent et fonctionnent dans le back-end d'un système d'exploitation. Donc, les attaquants exécutent des fichiers binaires ou des commandes pouvant communiquer avec les services du système Windows, tels que Service Control Manager. Cette technique d'exécution de code est réalisée en créant un nouveau service ou en modifiant un service existant au moment de l'élévation de privilèges ou du maintien de l'accès. La quatrième approche, c'est l'utilisation des WMI, ce qu'on appelle Windows Management Instrumentation. Alors, une WMI est une fonctionnalité de l'administration Windows qui gère les données et les opérations sur les systèmes d'exploitation et fournit une plateforme permettant d'accéder aux ressources système Windows localement ou bien à distance. L'attaquant peut utiliser les fonctionnalités WMI pour interagir à distance avec le système cible et l'utiliser pour collecter des informations sur les ressources système et exécuter davantage de code pour maintenir l'accès au système cible. En dernier, nous allons voir ce qu'on appelle les WinRM pour Windows Remote Management. Alors, WinRM est un protocole basé sur Windows, conçu pour permettre à un utilisateur d'exécuter un fichier exécutable pour modifier le service système et le registre sur un système distant. Les attaquants peuvent utiliser les commandes WinRM pour interagir avec ce protocole et exécuter une charge utile sur le système distant dans le cadre d'un mouvement latéral. Alors, nous disposons d'un certain nombre d'outils pour l'exécution des applications, par exemple Remote Exec, qui permet d'installer des applications, d'exécuter des programmes et des scripts et de mettre à jour des fichiers et des dossiers sur le système Windows à travers le réseau. Ce n'est pas le seul outil. Il existe toute une panoplie d'outils tels que la famille d'outils PS Exec qui est très connue. Alors, on va essayer de voir un peu les enregistreurs de frappe communément connus sous le nom de Keylogger. Alors, ce sont des programmes logiciels ou bien des périphériques matériels qui enregistrent les touches frappées sur le clavier de l'ordinateur, d'un utilisateur, d'un ordinateur individuel ou bien d'un réseau d'ordinateurs. On peut visualiser toutes les frappes de l'ordinateur de la victime à tout moment dans notre système en installant ce périphérique matériel ou ce programme. Il va enregistrer presque l'ensemble des frappes sur le clavier de l'utilisateur et sauvegarder les informations enregistrées dans un fichier texte. Comme les enregistreurs de frappe cachent leurs processus et leurs interfaces, la cible n'est pas au courant de l'enregistrement des frappes. Donc,
Les bureaux et les industries utilisent les enregistreurs de frappe pour surveiller les activités informatiques de leurs employés. Ils peuvent également être utilisés à la maison par les parents pour surveiller les activités Internet de leurs enfants. Un keylogger, lorsqu'il est associé avec un logiciel espion, permet de transmettre les informations d'un utilisateur à un tiers inconnu. Les attaquants l'utilisent illégalement à des fins malveillantes, telles que le vol d'informations sensibles et confidentielles sur les victimes. Ces informations sensibles comprennent les identifiants de la messagerie, les mots de passe, les coordonnées bancaires, l'activité des salons de discussion, le chat par relais Internet, les messages instantanés et les numéros de carte de crédit. Les données transmises via la connexion Internet cryptée sont aussi vulnérables au keylogger, parce que le keylogger traque les frappes de clavier avant leur chiffrement. Il faut savoir que les programmes keylogger sont installés de manière invisible sur le système de l'utilisateur via des pièces jointes à des emails ou des téléchargements drive-by lorsque les utilisateurs visitent certains sites web. Les enregistreurs de frappe physiques se placent entre le matériel du clavier et le système d'exploitation afin qu'ils puissent rester indétectables et enregistrer chaque frappe. Un keylogger peut enregistrer chaque frappe tapée sur le clavier de l'utilisateur, capturer des captures d'écran à intervalles réguliers montrant l'activité de l'utilisateur tels que les caractères saisis ou les boutons de la souris cliqués, suivre les activités des utilisateurs en enregistrant les titres des fenêtres, les noms des applications lancées et d'autres informations, surveiller l'activité en ligne des utilisateurs en enregistrant les adresses des sites web visités et les mots de passe saisis, enregistrer tous les noms de connexion, numéros de carte bancaire et de crédit et de mots de passe, y compris les mots de passe cachés ou les données affichées dans des astérix ou des espaces vides, enregistrer des conversations de chat en ligne, faire des copies non autorisées des messages électroniques sortants et entrants. Comme on l'avait dit tout à l'heure, un keylogger peut être soit du matériel, soit du logiciel. Il existe de manière générale, deux types d'enregistreurs de frappe. Les enregistreurs de frappe matériels et les enregistreurs de frappe logiciels. Les deux types vont aider les attaquants à enregistrer toutes les frappes saisies sur le système cible. Alors, les enregistreurs de frappe matériels sont des périphériques matériels qui ressemblent à des clés USB normales. Les attaquants peuvent connecter ces enregistreurs de frappe entre une prise clavier et une prise USB. Toutes les frappes effectuées par l'utilisateur sont stockées dans l'unité matérielle. Les attaquants récupèrent cette unité matérielle pour accéder aux frappes qui y sont stockées. Le principal avantage de ces enregistreurs est qu'aucun programme anti-spyware, antivirus ou de sécurité de bureau ne peut les détecter. Leurs inconvénients est la facilité de découvrir leur présence physique. Il existe trois grandes familles d'enregistreurs de frappe matérielle. D'abord, ceux qui sont embarqués sur PC BIOS. Donc, il faut savoir que le micro-logiciel au niveau du BIOS, chargé de gérer les actions du clavier, peut être modifié de manière à capturer les frappes saisies. Cela nécessite un accès physique ou de niveau administrateur à l'ordinateur cible. Nous avons les keyloggers clavier. Il faut savoir que si le circuit matériel est connecté au connecteur du câble de clavier, il peut capturer les frappes. Il enregistre toutes les frappes du clavier dans sa propre mémoire interne, accessible ultérieurement. Le principal avantage d'un keylogger matériel par rapport à un keylogger logiciel est qu'il ne dépend pas du système d'exploitation et par conséquent n'interférera pas avec les applications exécutées sur l'ordinateur cible. Et il est impossible de découvrir les keyloggers matériels en utilisant un logiciel anti-keylogger. Nous avons maintenant ce qu'on appelle les keyloggers internes. Alors, il faut savoir que les enregistreurs de frappe externes sont connectés entre le clavier PC standard et l'unité centrale. Ils enregistrent chaque frappe. Les enregistreurs de frappe externes n'ont besoin d'aucun logiciel et fonctionnent avec n'importe quel PC. Vous pouvez en connecter un à votre ordinateur cible et surveiller les informations enregistrées sur votre PC pour parcourir les frappes. Il existe 4 types d'enregistreurs de frappe externes. Alors, ce qu'on appelle les keyloggers PS2 et USB. Alors, ceci est complètement transparent pour le fonctionnement de l'ordinateur et ne nécessite aucun logiciel ni pilote pour la fonctionnalité. Ils enregistrent toutes les frappes saisies
par l'utilisateur sur le clavier de l'ordinateur et stocke les données telles que les emails, les enregistrements de chat, etc. dans leur message interne, dans leur mémoire interne. Nous avons ce qu'on appelle aussi les keyloggers acoustiques ou CAM. Les enregistreurs de frappe acoustiques fonctionnent sur le principe de la conversion des ondes sonores électromagnétiques en données. Ils utilisent soit un récepteur de capture capable de convertir les sons électromagnétiques en données de frappe, soit une CAM capable d'enregistrer les captures d'écran du clavier. Nous avons aussi les keyloggers Bluetooth. Cela nécessite un accès physique à l'ordinateur cible une seule fois. Au moment de l'installation, après l'installation sur le PC cible, il stocke toutes les frappes clavier et vous pouvez récupérer les informations de frappe en temps réel en vous connectant via un appareil Bluetooth. Nous avons aussi les enregistreurs de frappe Wi-Fi. Donc, outre la fonctionnalité standard d'enregistreur de frappe PS2 et USB, il offre un accès à distance via Internet. Cet enregistreur de frappe sans fil se connectera à un point d'accès Wi-Fi local et enverra des emails contenant des données de frappe enregistrées. Vous pouvez également vous connecter à OKLogger à tout moment via TCP/IP et afficher le journal capturé. On passe maintenant vers les enregistreurs de frappe software, donc logiciels. Donc, ces enregistreurs sont des logiciels installés à distance via un réseau ou une pièce jointe à un courrier électronique dans un système cible pour enregistrer toutes les frappes du clavier. Ici, les informations enregistrées sont stockées sous forme de fichiers journal sur le disque dur d'un ordinateur. L'enregistreur envoie les journaux de frappe à l'attaquant à l'aide de protocoles de messagerie. Les enregistreurs de frappe matériels sont différents parce qu'ils sont limités par leur mémoire physique, ce qui est loin d'être le cas avec les enregistreurs de frappe logiciels. Savoir qu'il existe 4 types d'enregistreurs de frappe logiciels. Nous avons d'abord les keyloggers applicatifs. Un enregistreur de frappe d'application qui permet d'observer tout ce que l'utilisateur tape dans ses emails, chats et autres applications, y compris les mots de passe. Il est de même possible de retracer les enregistrements de l'activité Internet. Il s'agit là d'un enregistreur de frappe invisible permettant de suivre et d'enregistrer tout ce qui se passe sur l'ensemble du réseau. En deuxième position, nous avons les enregistreurs de frappe de noyau, ou bien rootkit, ou bien ce qu'on appelle pilote de périphérique. C'est cela. Alors, il faut savoir que les attaquants utilisent rarement les enregistreurs de frappe du noyau, car ils sont difficiles à écrire et nécessitent un très haut niveau de compétence de la part des développeurs de keylogger. Ces keyloggers existent au niveau du noyau. Par conséquent, ils sont difficiles à détecter, notamment par les applications en mode user. Ce type d'enregistreur de frappe agit comme un pilote de périphérique clavier et accède ainsi à toutes les informations saisies sur le clavier. Le keylogger basé sur un rootkit est un faux pilote de périphérique Windows qui enregistre toutes les frappes au clavier. Ce keylogger se cache au système et il est indétectable, même avec des outils standards ou dédiés. Ce type d'enregistreur de frappe agit généralement comme un pilote de périphérique. L'enregistreur de frappe du pilote de périphérique remplace le pilote d'entrée-sortie existant par des fonctionnalités d'enregistrement de frappe intégrées. Cet enregistreur de frappe enregistre toutes les frappes effectuées sur l'ordinateur dans un fichier de connexion caché, puis envoie le fichier à la destination via Internet. Nous avons aussi les keyloggers basés hyperviseurs. Alors, un enregistreur de frappe basé sur un hyperviseur fonctionne au sein de l'hyperviseur de malware fonctionnant sur le système d'exploitation. Par contre, l'enregistreur de frappe basé sur la saisie de formulaire est un enregistreur de frappe qui s'intéresse uniquement aux données d'un formulaire web, puis les soumet sur Internet après avoir contourné le cryptage HTTPS. Donc, ce type d'enregistreur de frappe, si vous voulez, va s'intéresser tout simplement à l'enregistrement de la navigation web sur la fonction soumettre l'événement. Alors, on passe maintenant aux enregistreurs de frappe basés sur JavaScript. Dans ce cas-là, les attaquants vont injecter des balises JavaScript malveillantes sur la page web d'un site web compromis pour écouter les événements clés tels que on-key-up et on-key-down. Les attaquants utilisent diverses techniques telles que le man in the browser, le script intercite, etc. pour injecter des scripts malveillants. On passe maintenant, en dernier, aux enregistreurs de frappe basés sur l'injection de mémoire.
Les enregistreurs de frappe basés sur ces technologies modifient les tables de mémoire associées au navigateur web et aux fonctions système pour enregistrer les frappes du clavier. Les attaquants utilisent également cette technique pour contourner l'UAC dans les systèmes Windows. Alors, nous allons essayer de voir un peu plus en détail les enregistreurs de frappe matériels. Comme indiqué précédemment, il existe différents types d'enregistreurs de frappe matériels externes disponibles sur le marché. Ces enregistreurs sont branchés entre le clavier et l'ordinateur. Ils peuvent inclure les enregistreurs PS2, les keyloggers intégrés dans le clavier, les enregistreurs USB, Bluetooth, Wi-Fi. Alors, ces enregistreurs vont surveiller et capturer tout le flux qui passe par eux. Seulement, il faut savoir que les anti-keyloggers installés sur le système cible ne pourront pas détecter ce keylogger matériel parce qu'il agit de manière passive. Le seul moyen de les détecter, c'est de détecter leur présence physique. Alors, outre les enregistreurs de frappe mentionnés précédemment, il existe de nombreux keyloggers disponibles sur le marché. Vous pouvez utiliser ces outils pour enregistrer des frappes au clavier et surveiller l'activité des utilisateurs de l'ordinateur. Certains enregistreurs sont décrits comme suit. Vous pouvez télécharger ces outils depuis leur site web respectif. Alors, on va essayer de voir d'abord Spirix Keylogger, qui est un outil gratuit. Alors, il est utilisé pour la surveillance à distance sur un ordinateur qui comprend enregistrement de frappe au clavier, des mots de passe, des captures d'écran, etc. Ce keylogger est parfaitement caché des logiciels antivirus et anti-rootkit et anti-spyware. Les attaquants utilisent l'outil Spirix Keylogger Free pour enregistrer toutes les frappes sur le système victime à partir d'un système distant. Il y a aussi d'autres outils tels que Spytector ou bien Elite Keylogger. Alors, il existe aussi différents enregistreurs de frappe disponibles sur le marché qui fonctionnent sous la plateforme macOS. Ces outils téléchargeables peuvent aider un attaquant à enregistrer les frappes du clavier et à surveiller les activités des utilisateurs. Alors, on peut citer comme outil le Rufog Mac Keylogger, qui assure une surveillance non détectable et enregistre toutes les frappes sur l'ordinateur. Comme le montre la capture d'écran, les attaquants vont utiliser cet outil pour enregistrer toutes les activités de l'utilisateur cible et voler les informations critiques telles que les informations de connexion. Alors, qu'est-ce qu'un spyware? Alors, spyware ou logiciel espion est tout simplement un logiciel de surveillance informatique furtif qui permet d'enregistrer secrètement toutes les activités des utilisateurs sur un ordinateur cible. Il fournit automatiquement des journaux à l'attaquant via Internet. Donc, par exemple, via email, FTP, commande et contrôle, via un trafic crypté, HTTP, DNS, etc. Les journaux de livraison inclut des informations sur tous les domaines du système, tels que les emails envoyés, les sites web visités, chaque frappe, y compris les identifiants et les passwords pour n'importe quel site, tel que Gmail, Facebook, Twitter ou autre. Les opérations sur les fichiers et les conversations de chat en ligne. Il prend également des captures d'écran à intervalles définis, tout comme une caméra de surveillance pointée vers l'écran de l'ordinateur. Les logiciels espions sont similaires à un cheval de Troie, généralement regroupés sous la forme d'un composant caché, un logiciel gratuit ou téléchargé sur Internet. Il masque son processus, ses fichiers et autres objets pour éviter la détection et la suppression. Cela permet à un attaquant de recueillir des informations sur une victime ou sur une organisation, telles que des adresses mail, des identifiants d'utilisateurs, des mots de passe, etc. Alors, comme son nom l'indique, un logiciel espion est installé à l'insu et sans le consentement de l'utilisateur, et cela peut être accompli en superposant des logiciels espions sur d'autres applications. Cela est possible car les logiciels espions utilisent des cookies publicitaires qui constituent l'une des sous-classes de logiciels espions. Les logiciels espions peuvent également affecter votre système lorsque vous visitez un site web de distribution de logiciels espions, parce qu'ils s'installent automatiquement lorsque vous visitez et cliquez sur quelque chose sur un site web. Ce processus est connu sous le nom de téléchargement drive-by. À la suite d'activités normales de navigation sur le web ou de téléchargement, le système peut être infecté par inadvertance, par un spyware.
Il peut même se faire passer pour un anti-spyware et s'exécuter sur l'ordinateur de l'utilisateur sans préavis. Chaque fois que l'utilisateur télécharge et installe des programmes contenant des spyware. Alors, nous avons déjà évoqué les spyware et leurs fonctions principales consistant à surveiller les activités des utilisateurs sur un ordinateur cible. Nous savons également qu'une fois qu'un attaquant réussit à installer un programme spyware sur l'ordinateur d'une victime, à l'aide des techniques de propagation évoquées précédemment, il peut effectuer plusieurs actions offensives sur l'ordinateur de la victime. Par conséquent, apprenons-en maintenant davantage sur les capacités de ces spyware, car nous sommes désormais conscients de leur capacité à surveiller les activités de l'utilisateur. Alors, un spyware peut faire quoi? D'abord, il peut voler des informations personnelles de l'utilisateur et les envoyer à un serveur distant ou à un pirate. Il peut surveiller l'activité en ligne, afficher des pop-up ennuyeux, disons, rediriger votre navigateur web vers des sites publicitaires, modifier les paramètres par défaut de votre navigateur et empêcher l'utilisateur de les restaurer, ajouter plusieurs signes à la liste des favoris du navigateur, diminuer le niveau de sécurité global du système, réduire les performances du système et provoquer une instabilité logicielle, se connecter à des sites pornographiques distants, placer des raccourcis sur le bureau vers des sites de logiciels espions malveillants, voler vos mots de passe, vous envoyer un email ciblé, modifier la page d'accueil, empêcher l'utilisateur de la restaurer, modifier les bibliothèques liées dynamiques, ce qu'on appelle communément les DLL et ralentir le navigateur, bien modifier les paramètres du pare-feu, ou tout simplement surveiller et signaler les sites web que vous visitez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, différents spyware se livrent à diverses tâches, qu'elles soient offensives, telles que la modification des paramètres de navigateur ou bien ce qu'on a vu précédemment. Il faut savoir qu'il y a 10 principaux types de logiciels espions sur Internet qui permettent aux attaquants de voler des informations sur les utilisateurs et leurs activités. Le tout à leur insu et sans leur consentement. On commencera par les desktop spyware. Alors, un desktop spyware est tout simplement un logiciel qui permet à un attaquant d'obtenir des informations sur l'activité ou les informations personnelles d'un utilisateur et de les envoyer via Internet à des tiers à l'insu ou sans le consentement de cet utilisateur. Il fournit des informations sur ce que les utilisateurs du réseau ont fait sur leurs ordinateurs, comment ou quand. Alors, ce type de spyware permet d'enregistrer en direct les postes de travail distants, enregistrer et surveiller vos activités sur Internet, enregistrer les heures d'utilisation des logiciels, enregistrer le journal d'activité et le stocker dans un emplacement centralisé, et aussi enregistrer les frappes. Nous avons les emails spyware. Alors, ce type de spyware est un programme qui surveille, enregistre et transfère tous les emails entrants et sortants, une fois installés sur l'ordinateur que vous souhaitez surveiller. Ce type de logiciel espion va enregistrer des copies de tous les emails entrants et sortants et vous les envoie via une adresse email spécifique ou enregistrera des informations sur le dossier du disque local de l'ordinateur surveillé. Cette fonctionnalité est en mode furtif. Les utilisateurs ne seront pas conscients de la présence de ce spyware. Sur leurs ordinateurs, il est également capable d'enregistrer des messages instantanés, par exemple sur Yahoo, bien Facebook, MySpace, etc. Alors, nous avons les spyware sur Internet, spyware Internet. Alors, les logiciels espions Internet sont un outil qui permet de surveiller toutes les pages web consultées par un utilisateur sur notre ordinateur et en notre absence. Il enregistre chronologiquement toutes les URL visitées. Celui-ci se chargera aussi automatiquement au démarrage du système de s'exécuter en mode furtif, ce qui signifie qu'il s'exécute en arrière-plan sans être détecté. L'outil enregistre toutes les URL visitées dans un fichier journal et l'envoie à une adresse email spécifiée. Il va fournir un rapport récapitulatif de l'utilisation globale du web, tel que les sites web visités et le temps passé sur chaque site web, ainsi que toutes les applications ouvertes, ainsi que la date et l'heure des visites. Il permet également de bloquer l'accès à une page web spécifique ou à un site entier en spécifiant les URL et les mots-clés que vous souhaitez bloquer. Nous avons le spyware de surveillance d'enfants. Donc là, c'est des logiciels espions qui ont pour rôle beaucoup plus de faire du contrôle parental. Donc, il faut savoir que vos enfants, généralement, ne sont pas au courant de leur existence.
Donc, le logiciel va enregistrer tous les programmes utilisés et les sites web visités. Toutes les frappes de clavier, toutes les données enregistrées sont accessibles via une interface web protégée par mot de passe, sous forme de fichiers cachés et cryptés, et peuvent être envoyés à une adresse mail spécifique. Nous avons les spyware de capture d'écran. Ce sont des programmes qui permettent de surveiller les activités de l'ordinateur en prenant des instances ou des captures d'écran de l'ordinateur sur lequel le programme est installé. Ces instantanés sont pris localement ou à distance et à des intervalles de temps spécifiés et sont enregistrés dans un fichier caché sur un disque local, soit envoyés à une adresse email ou à un site FTP prédéfini par l'attaquant. Ces logiciels espions de capture d'écran sont non seulement capables de prendre des captures d'écran, mais également de capturer les frappes de clavier, l'activité de la souris, les URL des sites web visités et les activités de l'imprimante en temps réel. L'utilisateur peut installer ce programme ou ce logiciel sur n'importe quel ordinateur en réseau pour surveiller l'activité de tous les ordinateurs du réseau en temps réel, en prenant des captures d'écran. Cela fonctionne de manière transparente en mode furtif, permettant ainsi la surveillance à l'insu d'utilisateur. Nous avons aussi les spyware USB. Alors, ce type d'outil se chargera beaucoup plus de copier les fichiers et les logiciels espions d'un périphérique USB sur le disque dur, sans aucune demande ni notification. Il fonctionnera en mode caché, de sorte que les utilisateurs ne seront pas au courant des logiciels espions ou de la surveillance. Le spyware USB fournit une solution à multiples facettes dans le domaine de la communication USB, car il peut surveiller l'activité des périphériques sans créer de filtres périphériques, etc., supplémentaires qui pourraient endommager la structure du pilote système. Le logiciel espion USB vous permet de capturer, d'afficher, d'enregistrer et d'analyser les données transférées entre n'importe quel périphérique USB et le PC connecté à ses applications. Cela lui permet de travailler sur les pilotes de périphériques ou le développement de matériel, fournissant ainsi une plateforme puissante pour le codage des tests et une optimisation efficace, et en fait un excellent outil pour débugger les logiciels. Il capture toutes les communications entre un périphérique USB et son hôte et les enregistre dans un fichier caché pour une révision ultérieure. Un journal détaillé présente un résumé de chaque donnée ou transaction, ainsi que ses informations de support. Le logiciel espion USB utilise un faible niveau de ressources système de l'ordinateur hôte. Il fonctionne avec son propre horodatage pour enregistrer toutes les activités de la séquence de communication. Les logiciels espions USB ne contiennent aucun logiciel publicitaire ou autre logiciel espion. Ils fonctionnent avec des variantes les plus récentes de Windows. On peut citer les logiciels espions USB qui copient des fichiers des périphériques USB sur votre disque dur en mode caché sans aucune demande. Ils créent un fichier ou répertoire caché avec la date actuelle et commencent le processus de copie en arrière-plan. Et il vous permet de capturer, afficher, enregistrer et analyser les données transférées entre n'importe quel périphérique USB et le PC et les applications connectées. Nous avons aussi les spyware audio. Donc c'est un logiciel qui va permettre, si vous voulez, d'enregistrer tous les bruits qui sont autour de vous. Donc, en activant le micro sans votre autorisation. Donc, il va enregistrer en arrière-plan. Donc, ce logiciel surveille et enregistre une variété de sons sur l'ordinateur, les enregistrant dans un fichier caché sur le disque dur pour une récupération ultérieure. Par conséquent, les attaquants ou des utilisateurs malveillants utilisent ce logiciel pour surveiller et espionner en enregistrant des conférences, des appels téléphoniques, des émissions ou bien toute conversation censée être confidentielle. Alors, on passe maintenant vers les spyware vidéo. Donc, c'est pratiquement le même principe que les spyware audio, sauf que là, on va agir sur les webcams pour pouvoir enregistrer non seulement les conversations, mais aussi des vidéos. Et ceci permet aussi à l'attaquant de se connecter au système distensible pour activer des alertes et des appareils électriques et voir des images enregistrées dans une archive vidéo ou même capturer des images en live, tout simplement. Nous avons les spyware d'imprimante. Comme leur nom l'indique, c'est des logiciels espions qui s'intéressent à tout ce que vous allez envoyer vers votre impression.
On passe maintenant au spyware téléphonique. Et là, c'est des outils qui s'intéressent à toute l'activité qui se fera sur votre téléphone. Donc, notamment tout ce qui est envoi de SMS, envoi d'email, votre position GPS, votre historique d'appels téléphoniques, la durée des appels, les messages textes échangés, etc. Et nous avons les spyware GPS qui, eux, s'intéressent beaucoup plus à l'historique de géolocalisation, qu'il soit différé ou à temps réel, d'une personne, d'un véhicule ou autre. Alors, voici quelques exemples d'outils spyware. Donc, on peut citer SpyTech, SpyAgent ou bien PowerSpy. Donc, ils permettent de monitorer n'importe quelle chose que l'utilisateur va pouvoir faire, tel que vous le voyez au niveau des captures d'écran. Alors, il existe toute une panoplie d'outils spyware. Par exemple, pour ceux qui sont destinés à monitorer les enfants ou bien le bureau, tels que ActiveTrack, les USB spyware tels que USB Deview ou bien les audio spyware tels que Spy Voice Recorder. Nous avons les vidéos spyware tels que eSpy, les spyware téléphoniques tels que XNN Spy, ou bien tout simplement les spyware GPS tels que mSpy. Alors, comment est-ce qu'on peut se défendre contre les keyloggers? Alors, il faut savoir que différentes contre-mesures permettent de se défendre contre les enregistreurs de frappe. Nous avons d'abord ne pas utiliser des programmes et éviter d'ouvrir des courriers indésirables, installer des anti-spyware ou antivirus, bloqueurs de pop-up et maintenir les signatures à jour, installer un logiciel de pare-feu professionnel et un logiciel anti-keylogging, reconnaître les emails de phishing et les supprimer, mettre régulièrement à jour et corriger les logiciels système, ne jamais cliquer sur des liens contenus dans des courriers non sollicités ou douteux qui pourraient nous diriger vers des sites malveillants, utiliser un logiciel d'interférence de frappe qui insère des caractères aléatoires dans chaque frappe. Les logiciels antivirus et anti-spyware peuvent détecter n'importe quel logiciel installé, mais il est préférable de détecter ces programmes avant leur installation. Pour cela, il faut analyser minutieusement les fichiers avant de les installer sur l'ordinateur et utiliser un éditeur de registre ou un explorateur de processus pour rechercher les enregistreurs de frappe. Utilisez des utilitaires d'accessibilité du clavier à l'écran de Windows pour saisir un mot de passe ou toute information confidentielle et utilisez votre souris pour saisir les informations telles que les mots de passe et des numéros de carte de crédit dans ces champs. En utilisant la souris au lieu de taper les mots de passe sur le clavier, cela garantira que les informations resteront confidentielles. Utilisez un gestionnaire de mots de passe à remplissage automatique de formulaire ou un clavier virtuel pour saisir les noms d'utilisateurs et les mots de passe, car cela évitera toute exposition via des enregistreurs de frappe. Ce gestionnaire de mots de passe à remplissage automatique de formulaire supprimera le besoin de saisir les informations personnelles, financières ou confidentielles, tels que les numéros de carte de crédit ou les mots de passe. Il faut garder les systèmes matériels en sécurité dans un environnement verrouillé et vérifier fréquemment les câbles du clavier pour les connecteurs connectés, les ports USB et les périphériques tels que tout ce qui est PS2 qui peuvent avoir été utilisés pour installer un logiciel d'enregistrement de frappe. Utiliser un logiciel qui analyse et surveille fréquemment les modifications apportées sur un système ou sur le réseau. Installer un IDS basé hôte qui peut surveiller tout le système puis désactiver l'installation des enregistreurs de frappe. Utiliser un mot de passe à usage unique, ce qu'on appelle One-Time Password ou bien OTP. D'autres mécanismes d'authentification, tels qu'une vérification à 2 ou plusieurs étapes pour authentifier les utilisateurs. Activer la liste blanche des applications pour bloquer les téléchargements ou l'installation de logiciels indésirables tels que les enregistreurs de frappe. Utiliser un VPN pour activer une couche de protection supplémentaire grâce au cryptage. Utiliser des outils de surveillance de processus pour détecter les processus des activités système et activités système suspectes. Et enfin, corriger et mettre à jour régulièrement les logiciels et les systèmes d'exploitation. Maintenant, comment toujours pour la défense contre les keyloggers, il faudra aussi restreindre l'accès physique aux systèmes informatiques sensibles, vérifier périodiquement l'interface de votre clavier
Pour vous assurer qu'aucun composant supplémentaire n'est branché sur le connecteur du câble ou le clavier, utilisez tout simplement le cryptage entre le clavier et son pilote. Utilisez un anti-keylogger qui détecte la présence d'un keylogger matériel tel que Keygrabber. Utilisez un clavier virtuel et cliquez dessus à l'aide d'une souris. Vérifiez périodiquement les câbles. Désactivez les ports USB ou configurez des mécanismes d'authentification avancés du BIOS pour activer les ports USB. Alors, on passe maintenant vers les anti-keylogger. Il y a aussi pas mal d'outils intéressants tels que Zemana Anti-Keylogger qui détecte le malware au moment de l'attaque de votre système. Il y a aussi Guard ID, Case Scramble ou bien Ghost Press qui sont des outils assez intéressants à découvrir et à installer. Alors, comment se défendre? Se défendre contre les spyware. Alors d'abord, il va falloir essayer d'éviter d'utiliser les systèmes informatiques sur lesquels vous n'avez pas un contrôle total. Ne réglez jamais le niveau de vos paramètres de sécurité Internet à un niveau trop bas, car cela offre de nombreuses chances à l'installation de logiciels espions sur votre ordinateur. Et par conséquent, il va falloir toujours définir les paramètres de sécurité de votre navigateur Internet sur élevé ou moyen pour protéger votre ordinateur contre les logiciels espions. N'ouvrez pas les emails suspects et les pièces jointes reçues d'expéditeurs inconnus, car il est fort probable que vous autorisez un virus, un logiciel gratuit ou un logiciel espion à s'introduire sur votre machine. N'ouvrez pas de sites inconnus liés dans les messages de spam, récupérés par les moteurs de recherche ou affichés dans les fenêtres contextuelles, car ils pourraient vous inciter à télécharger des logiciels espions. Activez un pare-feu pour améliorer le niveau de sécurité de votre machine. Mettez régulièrement à jour le logiciel et utilisez un pare-feu avec protection sortante. Vérifiez régulièrement les rapports du gestionnaire de tâches et du gestionnaire de configuration. Mettez régulièrement à jour les fichiers de définition de virus et analysez le système à la recherche de logiciels espions. Installez un logiciel anti-spyware et la première ligne de défense contre les logiciels espions. Ce logiciel empêchera les logiciels espions de s'installer sur votre système. Il analysera et protégera périodiquement votre système contre les logiciels espions. Gardez votre système d'exploitation à jour. Les utilisateurs Windows doivent effectuer périodiquement une mise à jour Windows ou Microsoft. Pour les utilisateurs d'autres systèmes d'exploitation ou produits logiciels, reportez-vous aux informations fournies par le fournisseur du système d'exploitation et prenez les mesures essentielles contre toute vulnérabilité identifiée. Surfer sur le web en toute sécurité et télécharger avec prudence. Pour cela, avant de télécharger un logiciel, assurez-vous qu'il provient d'un site web fiable. Lisez attentivement votre contrat de licence, l'avertissement de sécurité et la déclaration de confidentialité associée au logiciel pour bien comprendre avant de le télécharger. Avant de télécharger un logiciel gratuit ou un shareware à partir d'un site web, assurez-vous que le site est sécurisé. De même, soyez prudent avec les logiciels obtenus via un logiciel d'échange de fichiers peer-to-peer. Avant d'installer un tel programme, effectuez une analyse à l'aide d'un logiciel anti-spyware. N'utilisez pas le mode administratif, sauf si cela est nécessaire, car il pourrait exécuter des programmes malveillants tels que les logiciels espions en mode administrateur. Par conséquent, les attaquants peuvent prendre le contrôle total de votre système. Ne téléchargez pas de fichiers musicaux gratuits, des économiseurs d'écran ou d'émoticônes depuis Internet. Car lorsque vous le faites, il est possible que des logiciels espions soient téléchargés avec eux, surtout s'ils sont gratuits. Méfiez-vous des fenêtres pop-up ou des pages web. Ne cliquez jamais sur les fenêtres qui affectent des messages tels que votre ordinateur est peut-être infecté. Prétendre qu'elles peuvent aider votre ordinateur à fonctionner plus rapidement. Si vous cliquez sur une de telles fenêtres, votre système peut devenir infecté par un logiciel espion. Lisez attentivement toutes les informations, y compris les contrats de licence et la déclaration de confidentialité avant d'installer une application. Et ne stockez pas d'informations personnelles ou financières sur un système informatique qui n'est pas totalement sous votre contrôle, comme un cybercafé.
Alors, comme le reste des malwares, même les spyware ont des anti-spyware. Alors, par exemple, nous avons Super Anti-Spyware, qui est une application qui peut détecter et supprimer des spyware, des chevaux de Troie et d'autres outils malveillants. Nous avons Kaspersky, par exemple. C'est aussi un antivirus qui permet la suppression de spyware et d'autres malwares. Nous avons Norton, etc. Donc, c'est pas les outils de détection qui manquent. Alors, on arrive maintenant vers ce qu'on appelle les rootkits. Il faut savoir qu'après qu'un attaquant a effectué des opérations malveillantes, c'est-à-dire qu'il a exécuté des applications malveillantes sur un système cible pour obtenir des privilèges élevés, il va intégrer et cacher des programmes malveillants. Donc, l'attaquant peut le faire en utilisant des rootkits, des flux NTFS et des techniques de stéganographie. Pour empêcher les programmes malveillants d'accéder aux applications de protection, telles que les applications antivirus, anti-malware et anti-spyware installées sur le système cible, un tel fichier malveillant caché permet à l'attaquant de conserver avec son accès direct au système, même à l'avenir, sans le consentement de la victime. Là, on va essayer de décrire diverses techniques utilisées par les attaquants pour masquer leurs fichiers malveillants. Alors, les rootkits sont des logiciels conçus pour accéder à un ordinateur sans être détectés. Il s'agit de logiciels malveillants qui aident des attaquants à obtenir un accès non autorisé à un système distant et à effectuer des activités malveillantes. Le but d'un rootkit est d'obtenir les privilèges root sur un système. En se connectant en tant qu'utilisateur root d'un système, l'attaquant peut effectuer diverses tâches telles que l'installation de logiciels ou la suppression de fichiers. Il fonctionne en exploitant les vulnérabilités du système d'exploitation et de ses applications. Il crée un processus de connexion par porte dérobée dans un système d'exploitation via lequel l'attaquant peut échapper au processus de connexion standard. Une fois que l'utilisateur autorise l'accès root, un rootkit peut tenter de masquer les traces d'un accès non autorisé en modifiant les pilotes ou les modules du noyau et en supprimant les processus actifs. Les rootkits remplacent certains appels des utilitaires du système d'exploitation par leur propre version modifiée de ces routines qui, à leur tour, compromettent la sécurité du système cible en exécutant des fonctions malveillantes. Un rootkit typique comprend des programmes de porte dérobée, des programmes d'init service distribués, des renifleurs de paquets, des utilitaires d'effacement de journaux, des robots IRC et autres. Tous les fichiers contiennent un ensemble d'attributs. Il existe différents champs dans les attributs du fichier. Le premier champ détermine le format du fichier. Il s'agit d'un fichier masqué, d'archives ou en lecture seule. L'autre champ décrit l'heure de création du fichier, son accès et sa longueur d'origine. Les fonctions getFileAttributeExecA et getFileInformationByHandle sont utilisées aux fins submentionnées. Attrib.exe affiche ou modifie les attributs d'un fichier. Un attaquant peut masquer ou même modifier les attributs des fichiers d'une victime afin qu'il puisse y accéder. L'attaquant place un rootkit en recherche d'ordinateurs et de serveurs vulnérables sur le web pour envelopper le rootkit dans un package spécial comme un jeu par exemple, ou bien pour l'installer sur des ordinateurs publics ou d'entreprises via l'ingénierie sociale. Pour lancer des attaques zero day, pour élévation de privilèges, exploitation de noyaux, etc. Donc un rootkit peut avoir plusieurs objectifs. Soit router un système hôte et obtenir un accès par porte dérobée à distance, soit masquer les traces des attaquants et la présence d'applications ou de processus malveillants, ou bien collecter les données sensibles de trafic réseau du système pour lequel les attaquants pourraient être restreints et n'avoir aucun accès. Pour stocker d'autres programmes malveillants sur le système et agir en tant que ressource serveur pour la mise à jour des robots. Alors, un rootkit est un type de malware qui peut se cacher du système d'exploitation et des applications antivirus d'un ordinateur. Ce programme fournit aux attaquants un accès au niveau racine à l'ordinateur via des portes dérobées. Ces rootkits emploient une gamme de techniques pour prendre le contrôle d'un système. Le type de rootkit influence le choix des vecteurs d'attaque. Il existe 6 types de rootkits disponibles. Rootkit au niveau de l'hyperviseur, donc les attaquants vont créer des rootkits au niveau de l'hyperviseur en exploitant des fonctionnalités matérielles telles que Intel VT et AMD V. Les rootkits s'exécutent dans le ring WAN et hébergent le système d'exploitation de la machine cible en tant que machine virtuelle, interceptant ainsi les appels matériels effectués par le système d'exploitation cible.
Ce type de rootkit fonctionne en modifiant la séquence de démarrage du système afin qu'il soit chargé à la place du moniteur de machine virtuelle d'origine. Nous avons aussi ce qu'on appelle les rootkits matériels ou bien micro-logiciels, ce qu'on appelle le firmware. Alors, ces rootkits vont utiliser le micro-logiciel d'un appareil ou d'une plateforme pour créer une image malveillante et persistante dans le matériel, tel qu'un disque dur, un BIOS, système ou une carte réseau. Le rootkit se cache dans le micro-logiciel car les utilisateurs ne l'inspectent pas pour vérifier l'intégrité du code. Un rootkit de firmware implique l'utilisation de la création d'une illusion permanente de malware rootkit. Nous avons le kernel rootkit level 1, bien ce qu'on appelle le rootkit au niveau du noyau. Alors, le noyau est le cœur d'un système d'exploitation. Un rootkit au niveau du noyau s'exécute dans Ring 0, avec des privilèges de système d'exploitation les plus élevés. Celles-ci couvrent les portes dérobées sur l'ordinateur et sont créées en écrivant du code supplémentaire ou en remplaçant des parties du code du noyau par du code modifié via des pilotes de périphériques sous Windows, des modules de noyau chargeables en Linux. Si le code du kit contient des erreurs ou des bugs, les rootkits au niveau du noyau affectent la stabilité du système. Ceux-ci ont les mêmes privilèges que le système d'exploitation. Par conséquent, ils sont difficiles à détecter et peuvent intercepter ou perturber le fonctionnement d'un système d'exploitation. Nous avons aussi ce qu'on appelle les bootloader level rootkits. Donc, c'est les rootkits qui agissent au niveau du chargeur de démarrage. Les rootkits au niveau du chargeur de démarrage, ou bien ce qu'on appelle les bootkits, fonctionnent soit en modifiant le chargeur du démarrage légitime, soit en le remplaçant par un autre. Le bootkit qui s'active avant même le démarrage du système d'exploitation. Les bootkits constituent donc de sérieuses menaces pour la sécurité, car ils facilitent le piratage des clés de chiffrement et des mots de passe. Nous avons le rootkit level user ou bien application. Donc c'est un rootkit de niveau applicatif ou en mode utilisateur. Ce rootkit, si vous voulez, va s'exécuter dans le Ring 3, donc au niveau 3, en tant qu'utilisateur avec d'autres applications du système. Il exploite le comportement standard des API et il opère à l'intérieur de l'ordinateur de la victime en remplaçant des fichiers standards des applications, donc les binaires et les applications, par des rootkits ou en modifiant le comportement des applications présentes avec des correctifs de code malveillants injectés. Enfin, nous aurons le rootkit niveau librairie, donc niveau bibliothèque. Ces rootkits fonctionnent en haut du système d'exploitation et ils corrigent, interceptent ou surplantent généralement les appels système par des versions de portes dérobées pour garder l'attaquant inconnu. Ils remplacent les appels système d'origine par de faux appels pour masquer les informations sur l'attaquant. Alors, comment fonctionne un rootkit? Alors, le hooking system est tout simplement le processus de modification et de remplacement du pointeur de fonction d'origine par un pointeur fourni par le rootkit. Alors, c'est ce qu'on appelle le principe de hook. Vous voyez ici. Donc, ça veut dire qu'il y a un pointeur qui pointe vers un process. Alors, comme on disait, on va remplacer le pointeur de fonction d'origine par un pointeur fourni par le rootkit, ceci en mode furtif. Donc, l'accrochage de fonctions en ligne est une technique dans laquelle un rootkit va modifier certains octets d'une fonction dans les DLL du système principal. Généralement, il va agir soit sur le kernel 32.dll, soit sur le ntdll.dll, en remplaçant une instruction afin que tout appel de processus atteigne le rootkit en premier. Les rootkits de manipulation directe d'objets de noyau, ce qu'on appelle les DCOM, peuvent localiser et manipuler les processus système dans les structures de mémoire du noyau et de les corriger. Cela peut également masquer des processus et des ports, modifier des privilèges et égarer l'observateur d'événements Windows sans aucun problème en manipulant la liste des processus actifs du système d'exploitation, modifiant ainsi les données à l'intérieur des structures d'identifiants de processus. Ils peuvent obtenir un accès en lecture ou en écriture à l'objet device physical memory. Ils masquent un processus en le dissociant de la liste des processus. Alors, nous allons essayer de voir un peu les rootkits les plus populaires. Donc, on va s'intéresser à l'Ajax
Skranos, Housepill et Necure. Alors, on va commencer par l'Ojax. Alors, c'est un type de rootkit UEFI largement utilisé par les attaquants pour mener des cyberattaques. L'Ojax est créé pour injecter des logiciels malveillants dans le système et est automatiquement exécuté. Chaque fois que le système démarre, il va exploiter l'UEFI. Il fait office d'interface entre le système d'exploitation et le firmware. Il est extrêmement difficile à détecter. L'Ojax, car il échappe au contrôle de sécurité traditionnel et maintient sa persistance même après la réinstallation du système d'exploitation. Aussi, il y a remplacement du disque dur. Il faut savoir que l'Ojax utilise une collection d'outils pour accéder et modifier aux paramètres UEFI et BIOS du système. Les fonctions exécutées par ces outils sont les suivantes. D'abord, il va collecter et enregistrer tous les paramètres système dans un fichier texte. Ensuite, il va faire un accès au contenu de la mémoire SPI, ce qu'on appelle Serial Peripheral Interface du système, qui contient un emplacement UEFI BIOS et l'enregistre en tant qu'image du micro-logiciel. Ensuite, il va intégrer un module UEFI malveillant, ce qui est proprement dit le rootkit, dans l'image du micro-logiciel. Il va enregistrer l'image dans la mémoire flash SPI. On passe maintenant à Skranos. Alors, Skranos est un rootkit troyen. Il se fait passer pour un logiciel piraté ou une application légitime, tel qu'un anti-malware, un lecteur vidéo ou un lecteur de livres électroniques, pour infecter le système et effectuer des exfiltrations de données qui nuisent à la réputation de la cible. Et il va voler les propriétés intellectuelles. Lorsque ce rootkit est exécuté, un pilote de rootkit est automatiquement installé. Il commence alors à installer d'autres composants malveillants dans le système. Outre l'installation de composants malveillants, Skranos interagit également avec divers sites web au nom de la victime. Alors, il faut savoir que les opérations effectuées par le dropper de rootkit Skranos sont les suivantes. D'abord, le dropper va voler les informations critiques telles que les informations de connexion de cookies et les informations de paiement à l'aide de DLL spécialisés. Il renvoie les données à un serveur de commande et de contrôle. Le dropper va installer un rootkit dans le système. Ensuite, le rootkit va enregistrer un rappel d'arrêt pour assurer la persistance. Ensuite, à l'arrêt, le pilote est écrit sur le disque et une clé de service de démarrage est créée dans le registre. Ensuite, nous avons le rootkit va injecter un téléchargeur dans un processus svhost.exe et le téléchargeur envoie des informations sur le système au centre de commande et reçoit des liens de téléchargement. Les charges utiles sont téléchargées et exécutées automatiquement. Alors, on passe vers Housepill. Alors, Housepill est une preuve est un proof of concept d'un rootkit de containerisation basé sur un disque virtuel. Il réside à l'intérieur de init.rd et avant que l'initialisation réelle ne commence à s'exécuter, il le place dans un espace de nom du montage et PID qui lui permet d'exécuter des processus et un stockage secret. Cela lui permet également d'exécuter des systèmes réseau secrets tels que des tunnels DNS. Necure, quant à lui, est un composant de pilote en mode noyau qui peut être utilisé par un attaquant, ajouté en tant que composant à un autre programme malveillant, pour effectuer des actions non autorisées afin de prendre le contrôle d'un système d'exploitation sans alerter les mécanismes de sécurité du système. Necure contient une fonctionnalité de porte dérobée qui permet l'accès et le contrôle à distance de l'ordinateur infecté. Il permet également de surveiller et de filtrer l'activité du réseau et il a été observé qu'il envoie du spam et installe des logiciels de sécurité malveillants. Il permet des compromis supplémentaires en fournissant des fonctionnalités permettant d'effectuer des opérations suivantes. D'abord télécharger le logiciel malveillant supplémentaire, masquer des composants et empêcher le fonctionnement des applications de sécurité. Alors, comment détecter un rootkit? Comme nous l'avons vu, les attaquants utilisent divers rootkits pour masquer les fichiers et leur présence sur les systèmes cibles. Parlons maintenant des différentes méthodes de détection de ces rootkits du point de vue de la sécurité. En général, les techniques de détection de rootkits peuvent être classées en profilage du chemin d'exécution basé sur des signatures, basé sur des heuristiques, basé sur l'intégrité, ou bien basé sur les vues croisées, basé sur l'exécution. Donc, la détection basée sur l'intégrité peut être considérée comme un substitut à la détection basée sur la signature et sur les heuristiques. Dans un premier temps, l'utilisateur exécute des outils tels que Tripwell et Ed
sur un système propre. Ces outils créent une base de données de fichiers système propres et les stockent dans une base de données. Fonction de détection basée sur l'intégrité en comparant un système de fichiers actuel, les enregistrements de démarrage ou un instantané de mémoire avec cette référence fiable. Il détecte les preuves sur la présence d'activités malveillantes sur la base de dissemblances entre la ligne actuelle et les lignes de base instantanées. Par contre, pour les méthodes basées sur les signatures, elles fonctionnent comme des empreintes digitales de rootkit. Il compare les caractéristiques de tous les processus système et fichiers exécutables avec une base de données d'empreintes digitales de rootkit connue. Il peut comparer une centaine d'octets d'un fichier avec une autre séquence d'octets appartenant à un programme malveillant. La méthode d'analyse principale des fichiers système, il peut facilement détecter les rootkits invisibles en analysant la mémoire du noyau. Le succès de la détection basée sur les signatures est moindre en raison de la tendance des rootkits à masquer les fichiers en interrompant le chemin d'exécution du logiciel de détection. Enfin, nous avons la détection heuristique qui fonctionne en identifiant les écarts dans les modèles du comportement normal du système d'exploitation. Ce type de détection est également appelé détectement comportemental. La détection heuristique peut identifier de nouveaux rootkits non identifiés auparavant en reconnaissant les déviants dans un modèle ou le comportement système normaux. L'accrochage du chemin d'exécution est l'un de ces déviants qui aide les détecteurs heuristiques à identifier les rootkits. Nous avons aussi ce qu'on appelle les techniques de profilage du chemin d'exécution, qui comparent le profilage du chemin d'exécution de tous les processus système et des fichiers exécutables. Le rootkit ajoute un nouveau code à proximité du chemin d'exécution d'une routine pour la déstabiliser. La méthode accroche plusieurs instructions exécutées avant et après une certaine routine, car celles-ci peuvent être très différentes. Et nous avons aussi une technique de détection basée sur des vues croisées qui fonctionne en supposant que le système d'exploitation a été d'une certaine manière subverti. Cette technique énumère les fichiers système, les processus et les clés de registre en appelant des API courantes. Les outils comparent les informations recueillies avec l'ensemble de données obtenues à l'aide d'un algorithme pour parcourir les mêmes données. Cette technique de détection repose sur le fait que l'accrochage d'API ou la manipulation de la structure de données du noyau entraîne que les données renvoyées par les API du système d'exploitation soient entachées par des mécanismes de bas niveau utilisés pour produire les mêmes informations sans décompte ni manipulation de haut. Nous avons aussi des techniques alternatives de support de confiance. C'est la méthode la plus fiable utilisée pour détecter les rootkits au niveau du système d'exploitation. Dans cette technique, le système infecté est arrêté puis démarré à partir d'un autre support fiable, tel qu'un CD-ROM amorçable ou une clé USB. Après le démarrage, le stockage du système d'exploitation est vérifié pour trouver les traces du rootkit, qui peuvent ensuite être supprimées afin de restaurer le système à son état normal. Lors de l'analyse du vidage de la mémoire volatile RAM du système suspect est vidée et analysée pour détecter les rootkits dans le système. En utilisant cette technique, on peut créer un instantané statique d'un seul processus, d'un noyau système ou de l'ensemble du système. Pour détecter un rootkit, toute la mémoire système est vidée pour analyser et capturer les rootkits actifs. Ce vidage de la mémoire peut en outre être utilisé pour effectuer une analyse forensique hors ligne. La création d'images mémoire peut nécessiter du matériel spécialisé. Alors, il existe de nombreux outils disponibles sur le marché permettant de détecter la présence de rootkits sur un système cible. Cependant, ces outils sont parfois inadéquats, car les auteurs de logiciels malveillants trouvent toujours les moyens de contrecarrer ces détecteurs automatisés de rootkits. Certains de leurs derniers efforts parviennent même à les contourner. Il est donc préférable de détecter manuellement un rootkit. Alors, pour détecter manuellement un rootkit, ceci demandera du temps, de la patience, de la persévérance et surtout de l'expertise. Alors, pour examiner manuellement le système de fichiers et le registre du système pour détecter les rootkits. Les étapes pour désactiver les rootkits en examinant le système de fichiers sont les suivantes. D'abord, vous commencez par exécuter ndir/s/b/ah et ndir/s/b/a-h dans le système d'exploitation potentiellement infecté et enregistrer vos résultats. Démarrez sur un CD sain, puis exécutez les deux mêmes commandes sur le même lecteur et enregistrez les résultats obtenus.
exécuter la dernière version de l'outil WinMerge sur les deux ensembles de résultats pour détecter des logiciels fantômes masquant des fichiers, c'est-à-dire invisibles à l'intérieur, mais visibles de l'extérieur. Les étapes pour détecter les rootkits en examinant le registre sont les suivantes. On exécute regedit depuis le système d'exploitation potentiellement infecté. On va exporter les ruches HK Local Machine Software et HK Local Machine System au format de fichier TXT. On va démarrer avec un CD vierge tel que WinPE. Ensuite, on va exécuter regedit.exe. On va créer une nouvelle clé telle que HK Local Machine Temp. On va charger les ruches du registre nommé logiciel et système à partir du système d'exploitation suspect. L'emplacement par défaut sera évidemment C Windows System 32 Config System et C Windows System 32 Config Software. On va exporter les hives du registre au format du fichier TXT. Donc les ruches du registre seront stockées au format binaire, celles qu'on avait vues dans les deux étapes précédentes. Et ils seront convertis en fichier de texte. Donc, on va lancer l'outil WinMerge à partir du CD. On va comparer les deux ensembles de résultats pour détecter des logiciels malveillants masquant des fichiers, c'est-à-dire qu'ils sont invisibles toujours de l'intérieur, mais visibles de l'extérieur. Il faut faire attention car il peut y avoir de faux positifs. De plus, cela ne détecte pas les logiciels furtifs qui se cachent dans le BIOS, dans l'EEPROM de la carte vidéo, le secteur des disques durs défectueux ou bien dans les flux de données alternatifs. Alors, une des caractéristiques communes de ces rootkits est que l'attaquant nécessite un accès administrateur au système cible. L'attaque initiale qui conduit à cet accès est souvent bruyante. Par conséquent, il convient de surveiller le trafic réseau excédentaire qui apparaît face à un nouvel exploit. Il est évident que l'analyse des logs est un élément important de la gestion des risques. L'attaquant peut disposer de scripts shell ou d'outils qui peuvent aider à brouiller les pistes, mais il y aura presque certainement d'autres signes révélateurs pouvant conduire à des contre-mesures proactives et pas seulement réactives. La contre-mesure réactive consiste à sauvegarder toutes les données critiques, à l'exclusion bien sûr des fichiers binaires, et à effectuer une nouvelle installation propre à partir d'une source fiable. On peut effectuer une somme de contrôle de code comme une bonne défense contre les outils tels que les rootkits. md5sam.exe peut emprunter des fichiers et noter les violations d'intégrité lorsque les modifications se produisent. Pour se défendre contre les rootkits, les programmes de vérification de l'intégrité doivent être utilisés pour les fichiers système critiques. Voici quelques techniques adoptées pour se défendre contre les rootkits. D'abord, réinstaller le système d'exploitation et les applications à partir d'une source fiable après avoir sauvegardé les données critiques. Maintenir des procédures d'installation automatisées bien documentées. Effectuer une analyse de vidage de la mémoire du noyau pour déterminer la présence de rootkits. Renforcer le poste de travail ou le serveur contre l'attaque. Éduquer le personnel à ne pas télécharger de fichiers ou de programmes à partir de sources non fiables. Bien sûr, installer des pare-feux basés sur le réseau et sur l'hôte et vérifier fréquemment leur mise à jour. Garantir la disponibilité de supports de restauration fiables. Mettre à jour et corriger les systèmes d'exploitation, les applications et les micro-logiciels. Vérifier régulièrement l'intégrité des fichiers système à l'aide de technologies d'empreinte cryptographiquement puissantes et, bien sûr, mettre régulièrement à jour le logiciel antivirus et anti-spyware. Garder les signatures anti-malware à jour, éviter de vous connecter avec un compte avec des privilèges administratifs et, évidemment, adhérer au principe du moindre privilège. Assurez-vous que le logiciel antivirus choisi possède une protection contre les rootkits et n'installez pas d'applications inutiles et désactivez les fonctionnalités et services non utilisés. Abstenez-vous de vous livrer à des activités dangereuses sur Internet, fermez tous les ports inutilisés et surtout, analysez périodiquement le système local à l'aide d'analyseurs de sécurité basés sur Lost. Augmentez la sécurité du système à l'aide d'une authentification en 2 ou plusieurs étapes afin qu'un attaquant n'obtienne pas un accès root au système pour installer des rootkits. Ne lisez jamais vos emails, ne parcourez jamais des sites web et n'ouvrez jamais de documents lorsque vous gérez une session active sur un serveur distant. Utilisez des outils de gestion de configuration et d'analyse des vulnérabilités pour vérifier le déploiement efficace de vos mises à jour. Alors, comme outil anti-rootkit, il y a un outil assez intéressant qui s'appelle Gmer. C'est une application qui va détecter et supprimer les rootkits en scannant les processus, les threads, les modules, les services et les fichiers. Bon, il y a toute une panoplie d'outils. On peut citer, à titre d'exemple,
Malwarebytes, Anti-Rootkit ou bien Rootkit Buster. Alors, on arrive enfin vers ce qu'on appelle les NTFS Data Stream. Alors, NTFS est un système de fichiers qui stocke un fichier à l'aide de deux flux de données, appelés flux de données NTFS, ainsi que les attributs du fichier. Le premier flux de données stocke le descripteur de sécurité du fichier à stocker, tels que les autorisations, et le second va stocker les données dans un fichier. Les ADS sont un autre type de flux de données nommé qui peut être présenté dans chaque fichier. Un ADS fait référence à tout type de données attachées à un fichier, mais pas dans le fichier sur un système NTFS. La table de fichier maître de la partition contient une liste de tous les flux de données contenus dans un fichier et leur emplacement physique sur le disque. Par conséquent, les ADS ne sont pas présents dans le fichier, mais ils sont attachés via la table de fichier. NTFS ADS est un flux caché Windows qui contient des métadonnées pour les fichiers, tels que les attributs, le nombre de mots, le nom de l'auteur et les heures d'accès et de modification du fichier. Les ADS peuvent transférer des données dans des fichiers existants sans modifier ni altérer leur fonctionnalité, leur taille ou leur affichage pour les utilitaires de navigation dans les fichiers. Ils permettent à un attaquant d'injecter du code malveillant dans des fichiers sur un système accessible et de les exécuter sans être détectés par les utilisateurs. Les ADS fournissent aux attaquants une méthode pour cacher des rootkits et des outils de piratage sur un système piraté et en permettant à un utilisateur de les exécuter tout en se cachant de l'administrateur système. Les fichiers avec ADS sont impossibles à détecter à l'aide de techniques natives de navigation dans les fichiers tels que les lignes de commande ou l'explorateur Windows. Une fois qu'un fichier ADS est joint au fichier d'origine, la taille du fichier d'origine ne change pas. La seule indication que le fichier a été modifié est le redatage de modification qui peut être inoffensif. Alors, grâce au flux de données NTFS, on avait dit que l'attaquant peut masquer presque complètement les fichiers d'un système. L'utilisation des flux est simple, mais l'utilisateur ne peut identifier qu'avec un logiciel spécifique. L'explorateur peut afficher uniquement les fichiers racines. Il ne peut pas visualiser les flux liés aux fichiers racines. Il ne peut pas définir l'espace disque utilisé par les flux. Ainsi, si un virus s'implante dans ADS, il est peut-être probable qu'un logiciel de sécurité standard puisse l'identifier. Lorsque l'utilisateur lit ou écrit un fichier, il manipule par défaut le flux de données principal. Nous explorons maintenant comment créer un ADS dans un fichier. Les ADS suivent la syntaxe filename.ext :alternate name. Donc vous allez commencer par lancer par exemple votre notepad. Vous allez taper la commande notepad myfile.txt :line.txt. Vous allez cliquer sur oui pour créer un nouveau fichier. Entrez des données dans votre fichier et enregistrez-les. Lancez notepad myfile.txt :tiger.txt, cliquez sur oui, puis créez un nouveau fichier. Saisissez d'autres données et enregistrez le fichier. Affichez la taille de votre fichier myfile, il devrait être égal à 0. Les commandes suivantes peuvent être utilisées pour afficher ou modifier les colonnes du flux masqué, respectivement aux étapes 1 et 2. Donc vous allez faire bloc-notes, plutôt notepad, mon fichier.txt :line.txt. ou bien .tiger.txt. Il faut savoir que le bloc-notes est une application compatible avec les flux. Vous ne devez pas utiliser des flux alternatifs pour stocker des informations critiques. Alors, vous pouvez manipuler les flux NTFS pour masquer un fichier malveillant dans un autre fichier tel que les fichiers texte, en procédant comme suit. D'abord, on va essayer de masquer un cheval de Troie.exe qui s'appelle trojan.exe, qui est un programme malveillant dans un fichier readme.txt. Utilisez la commande suivante pour déplacer le contenu de trojan.txt vers readme.txt. Vous allez faire type type tel que c'est affiché ici. Donc voilà la commande, bon, je vais pas m'amuser à la lire. Alors, il faut savoir que la commande type masque un fichier dans un flux de données alternatif ADS derrière un fichier existant. L'opérateur de point donne la commande pour créer ou utiliser ADS. Ensuite, vous allez créer un lien vers le flux trojan.exe dans le fichier readme.txt. Vous allez utiliser la commande mklink.
Après avoir caché le fichier Trojan derrière le fichier readme.txt, vous devez créer un lien pour lancer le fichier Trojan depuis le flux. Cela crée un raccourci pour le Trojan.exe dans votre flux. Et pour finir, on va exécuter notre cheval de Troie. Pour ça, on va se faire, par exemple, c2.backdoor pour exécuter le cheval de Troie que vous avez caché derrière le fichier readme.txt. Ici, la porte dérobée est le raccourci créé dans l'étape précédente. Donc, c'est là qu'on a créé ce raccourci, qui, lors de l'exécution, va installer le cheval de Troie. Il faut savoir que si vous utilisez le bloc-notes pour lire le fichier caché, par exemple, la commande c2.notepad sample.txt2.secret.txt va créer le flux secret.txt derrière le fichier sample.txt. Là, je pense que ça répond à la question des gens qui posaient la question pour savoir est-ce qu'un flux TXT peut être dangereux ou non. Alors, comment on va se défendre contre ces flux? Alors, pour supprimer les flux NTFS masqués, il faut déplacer les fichiers suspects vers une partition de table d'allocation de type FAT, parce qu'elle ne les prend pas en charge, donc ils vont tout simplement disparaître. Vous pouvez utiliser un vérificateur d'intégrité des fichiers tiers, tel que Tripwire File Integrity Manager, pour maintenir l'intégrité des fichiers des partitions NTFS contre les ADS non autorisés. On peut utiliser des utilitaires tiers pour afficher et manipuler les flux cachés, tels que Event Sentry, sysadmin tool, adlist.exe. Vous devez éviter d'écrire des données importantes ou critiques sur les ADS. Vous devez utiliser un logiciel antivirus à jour sur votre système. Vous devez activer l'analyse antivirus en temps réel pour vous protéger contre l'exécution des flux malveillants sur votre système. Et évidemment, utiliser un logiciel de surveillance de fichiers tel que Stream Detector et Gmer pour vous aider à détecter la création de flux de données supplémentaires ou nouveaux. Vous devez aussi utiliser le logiciel LADS comme contre-mesure pour les flux NTFS. La dernière version de LADS.exe est basée sur une interface graphique et signale l'existence d'ADS. Il recherche un ou plusieurs flux, signale la présence d'ADS et fournit le chemin complet et la longueur de chaque ADS trouvé. D'autres moyens incluent en copiant le fichier de couverture sur une partition FAT, puis en le replaçant vers NTFS. Lorsque des systèmes de fichiers FAT ne prennent pas en charge les ADS, cela les supprimera effectivement du fichier d'origine. Alors, pour détecter les flux NTFS, on peut aussi utiliser Stream Armor ou bien ADS Manager ou Gmer qu'on a cité précédemment. Alors, on arrive à une autre notion intéressante qui est la stéganographie. Alors, il faut savoir que l'un des défauts des divers programmes de détection est leur focalisation principale sur la diffusion de données textuelles. Que se passe-t-il si l'attaquant contourne les techniques de surveillance normales et vole ou transmet quand même des données sensibles? Dans ces situations typiques, après qu'un attaquant ait réussi à infiltrer une entreprise en tant qu'employé temporaire ou contractuel, il recherche subrétiquement des informations sensibles. Même si l'organisation peut avoir une politique qui n'autorise pas les équipements électroniques amovibles dans l'établissement, l'attaquant déterminé peut toujours trouver des moyens de contourner cette politique en utilisant des techniques telles que la stéganographie. La stéganographie fait référence à l'art de cacher des données derrière d'autres données, et ainsi de la victime. Ainsi, la stéganographie cache l'existence d'un message. Il remplace les bits de données inutilisés dans des fichiers ordinaires, tels que les graphiques, les sons, le texte, l'audio ou la vidéo, par d'autres bits subreptices. Les données cachées peuvent se présenter sous la forme de texte brut ou de texte chiffré, et parfois d'une image. L'utilisation d'une image graphique comme couverture est la méthode la plus populaire pour dissimuler des données dans des fichiers. Contrairement au chiffrement, la détection de la stéganographie peut s'avérer difficile. Ainsi, les techniques de stéganographie sont largement utilisées à des fins malveillantes. Par exemple, les attaquants peuvent cacher un enregistreur de frappe dans une image légitime. Ainsi, lorsque la victime clique sur l'image, le keylogger capture les frappes de la victime. Les attaquants utilisent également la stéganographie pour masquer des informations lorsque le chiffrement n'est pas réalisable. En termes de sécurité, il cache le fichier dans un format crypté, de sorte que même si l'attaquant le déchiffre, le message restera masqué. Les attaquants peuvent insérer des informations telles que les codes sources pour le piratage d'outils
une liste de serveurs compromis, des plans pour les futures attaques, ou bien la communication et les canaux de coordination. Alors, de par sa technique, la stéganographie peut être classée en deux domaines, la stéganographie technique et la stéganographie linguistique. La stéganographie technique, un message est caché à l'aide de méthodes scientifiques, alors qu'en stéganographie linguistique, il est caché dans un support qui est le support utilisé pour communiquer ou transférer des messages ou des fichiers. Ce support comprend le message caché, le support et la clé de stéganographie. Le diagramme suivant représente la classification de la stéganographie. Alors, on commencera par la stéganographie technique. La stéganographie technique utilise les méthodes physiques ou chimiques, notamment de l'encre invisible, des micropoints et d'autres moyens pour masquer l'existence d'un message. Il est difficile de catégoriser toutes les méthodes par lesquelles ces objectifs sont atteints, mais quelques exemples peuvent être cités comme suit. D'abord, on commence par l'encre invisible. Alors, l'encre invisible ou encre de sécurité est l'une des méthodes de stéganographie technique. Il est utilisé pour l'écriture invisible avec des liquides incolores, peut ensuite être rendu visible avec certaines manipulations très négociées, comme l'éclairage ou le chauffage. Par exemple, si vous utilisez un jus de citron et du lait pour écrire un message, l'écriture sera invisible. Mais lorsqu'on applique de la chaleur sur l'écriture, elle brunit et le message devient donc visible. Les applications de l'encre invisible sont les suivantes: espionnage, lutte contre la contrefaçon, marquage de propriété, estampillage à la main pour la réadmission du lieu, marquage d'identification dans la fabrication, etc. Une autre approche est les micropoints. Alors, le micropoint est un texte ou une image considérablement condensée en taille à l'aide d'un microscope inversé, pouvant contenir jusqu'à une page ou en un seul point, pour éviter d'être détecté par les destinataires involontaires. Les micropoints sont généralement circulaires et mesurent environ 1 mm de diamètre, mais peuvent être convertis en différentes formes et tailles. Les méthodes informatiques. Une méthode informatique apporte les modifications au support numérique pour intégrer des informations étrangères au support natif. La communication de ces informations se fait sous la forme de texte, de fichiers binaires, de disques et de périphériques de stockage, ainsi que le trafic et de protocoles réseau. Il peut modifier les logiciels, la parole, les images, les vidéos ou tout autre code de retransmission représenté numériquement. Les méthodes informatiques, donc, sont largement utilisées, si vous voulez, dans ce qu'on va voir par la suite. On va s'intéresser particulièrement à. Donc, nous allons commencer par les techniques de stéganographie sur ordinateur. Donc, sur la base des modifications de couverture appliquées lors du processus d'intégration, les techniques de stéganographie peuvent être classées en 6 groupes qui sont les suivants. D'abord, les techniques de substitution. Dans ces techniques, l'attaquant tente de coder l'information secrète en remplaçant les bits non significatifs par le message secret. Si le destinataire connaît les endroits où l'attaquant intègre les informations secrètes, il peut alors en extraire le message secret. Ensuite, nous avons les techniques du domaine de transformation. La technique de domaine de transformation masque les informations dans les parties importantes de l'image de couverture, telles que le recadrage, la compression et certaines autres zones de traitement de l'image. Cela rend plus difficile la réalisation d'attaques. On peut appliquer les transformations sur des blocs d'images ou sur l'ensemble. Ensuite, nous avons les techniques à spectre étalé. Cette technique est moins sensible à l'interception et au brouillage. Dans cette technique, les signaux de communication occupent plus de bandes passantes que celles nécessaires pour envoyer les informations. L'émetteur augmente l'étalement de la bande au moyen d'un code indépendant des données et le récepteur utilise une réception synchronisée avec le code pour récupérer les informations des données à spectre étalé. Nous avons des techniques statistiques. Cette technique utilise l'existence de la stéganographie, un bit, en modifiant la couverture de telle sorte que lors de la transmission de 1, certaines caractéristiques statiques changent de manière significative. Dans les autres cas, la garantie reste inchangée. Pour distinguer les garanties modifiées et non modifiées, la théorie des hypothèses issues des statistiques mathématiques aide à l'extraction. Nous avons aussi les techniques de distorsion. Dans cette technique, l'utilisateur implémente une séquence de modification de la couverture pour obtenir un stégo-objet. La séquence de modification représente la transformation d'un message spécifique. Le processus de décodage dans cette technique nécessite une connaissance de la couverture originale. Le destinataire du message
peut mesurer les différences entre la couverture originale et la couverture reçue pour reconstituer la séquence de modification. Nous avons aussi des techniques de génération de couverture. Dans ces techniques, des objets numériques sont développés spécifiquement pour couvrir les communications secrètes. Lorsque ces informations sont codées, elles assurent la création d'une couverture ou une communication secrète. Maintenant, la stéganographie linguistique. Ce type de stéganographie cache des messages dans un autre fichier porteur. Une classification plus approfondie de la stéganographie linguistique comprend les sémagrammes et les codes ouverts. Les sémagrammes impliquent les techniques de stéganographie qui masquent les informations à l'aide de signes ou symboles. Dans cette technique, l'utilisateur intègre les objets ou des symboles dans les données pour modifier l'apparence des données, en leur donnant une signification prédéterminée. La classification des sémagrammes est la suivante. Nous avons d'abord les sémagrammes visuels. Cette technique cache des informations dans un dessin, une peinture, une lettre, une musique ou un symbole. Nous avons les sémagrammes de texte. Un sémagramme texte masque les messages texte en convertissant ou en transformant l'apparence du message texte porteur, par exemple en modifiant la taille et le style de police, en ajoutant des espaces supplémentaires comme espaces dans le document et en incluant différentes priorités dans les lettres et dans le texte manuscrit. Alors, le code ouvert cache spécifiquement le message secret dans un message de transporteur légitime, conçu selon un modèle sur un document qui n'est pas clair pour le lecteur moyen. Le transporteur de messages est parfois également connu sous le nom de communication manifeste et de message secret, comme la communication secrète. La technique du code ouvert se compose de deux groupes principaux. Nous avons d'abord le code de jargon. Dans ce type de stéganographie, un certain langage est utilisé pour être compris par un groupe particulier de personnes auxquelles il s'adresse, tout en n'ayant aucun sens pour les autres. Un message en jargon ressemble à un chiffre de substitution à bien des égards. Mais au lieu de remplacer des lettres individuelles, les mots eux-mêmes sont modifiés. Par exemple, un code de jargon est le code repère. Un signal est un mot qui apparaît dans le texte qui transporte ensuite le message. Alors, nous avons aussi le chiffre couvert. Cette technique cache le message dans un support visible par tous. Ce type de message peut être extrait par toute personne connaissant la méthode utilisée pour le cacher. Une classification plus approfondie des chiffrements de couverture comprend le chiffrement nul et le chiffrement à gris. Le chiffrement nul, c'est une technique utilisée pour masquer le message dans une donnée inutile. Les données originales sont mélangées avec des données inutilisées dans n'importe quel ordre horizontal, diagonal, vertical ou inverse, afin que personne d'autre que ceux qui connaissent l'ordre ne puisse les comprendre. Nous avons les grilles de chiffrement. C'est une technique utilisée pour chiffrer un texte brut en l'écrivant sur une feuille de papier à l'aide d'une feuille de papier percée ou au pochoir d'un carton ou tout autre matériau similaire. Dans cette technique, on peut déchiffrer le message à l'aide d'une grille identique. Ce système est donc difficile à déchiffrer et à déchiffrer car seule la personne possédant la bonne grille pourra déchiffrer le message caché. La stéganographie est l'art et la science consistant à écrire des messages cachés de telle manière que personne d'autre que le destinataire prévu ne connaisse l'existence de ce message. La stéganographie de base peut être décomposée en deux domaines: la dissimulation des données et la création de documents. La création de documents traite de la protection contre la suppression. Ces autres classifications de supports de couverture incluent le filigrane et les empreintes digitales. Les différents types de stéganographie se déclinent comme suit. Nous avons la stéganographie d'image. Les images sont un objet de couverture le plus populaire utilisé pour la stéganographie. En stéganographie d'image, l'utilisateur masque les informations dans des fichiers de différents formats tels que PNG, BMP, JPEG ou autres. La stéganographie de documents. Dans la stéganographie de documents, l'utilisateur ajoute des espaces et des tabulations aux extrémités des lignes. La stéganographie des dossiers. Dans celle-ci, on va cacher un ou plusieurs fichiers dans un dossier. Dans ce processus, l'utilisateur déplace physiquement le fichier, mais reste toujours associé à son dossier d'origine pour la récupération. Dans la stéganographie vidéo, on va essayer de masquer tout type de fichier avec n'importe quelle extension dans un fichier vidéo porteur.
On peut appliquer la stegano vidéo à différents formats tels que AVI, MV, WMV, etc. Dans la stegano audio, on va intégrer les messages cachés dans un format sonore numérique. Dans la steganographie des espaces, l'utilisateur masque les messages dans un texte ASCII en ajoutant des espaces à la fin des lignes. Dans la stegano web, on va cacher des objets web derrière d'autres objets et les télécharger sur un serveur web. Dans la steganographie mail et spam, on va utiliser du courrier indésirable pour les communications secrètes en intégrant des messages secrets de manière ou d'une autre et en masquant les données intégrées dans les courriers indésirables. Dans la stegano sur DVD, l'utilisateur intègre le contenu dans les données audio et graphiques. Dans la stegano de texte naturel, on va tout simplement convertir l'information sensible en une liberté d'expression définissable par l'utilisateur comme une pièce de théâtre. Dans la steganographie du système d'exploitation caché, c'est tout simplement un processus qui consiste à cacher un système d'exploitation dans un autre. Dans la steganographie du code source C++, l'utilisateur masque un ensemble d'outils dans les fichiers. On va démarrer par la steganographie à espace vide. Alors, la steganographie des espaces est utilisée pour masquer le message dans des textes ASCII, en ajoutant des espaces aux extrémités des lignes. Étant donné que les espaces et les tabulations ne sont généralement pas visibles dans les visualisateurs de texte, le message est effectivement caché aux observateurs occasionnels. Si le cryptage intégré est utilisé, le message ne peut pas être lu, même s'il est détecté. La steganographie d'image, quant à elle, permet de dissimuler votre message secret dans une image. Vous pouvez exploiter les éléments redondants de l'image pour y dissimuler votre message. Ces bits redondants sont les parties de l'image qui ont très peu d'effet si elles sont modifiées. La détection de cette altération n'est pas facile. Vous pouvez masquer vos informations dans des images de différents formats, par exemple PNG, JPEG, BMP. Les images sont des objets de couverture populaires, utilisés pour la steganographie en remplaçant les bits redondants de données d'image par le message, de telle sorte que l'œil humain ne puisse pas détecter l'effet. La steganographie d'image est classée en deux types, le domaine d'image et le domaine de transformation. Dans les techniques du domaine d'image, donc spatial, un utilisateur intègre les messages directement dans l'intensité des pixels. La technique de domaine de transformation, donc les fréquences, fait des transformations des images qui vont se produire. Alors l'utilisateur intègre le message dans l'image. Nous allons commencer par les techniques stéganographiques de fichiers images. D'abord, nous allons commencer par l'insertion du bit le moins significatif. La technique d'insertion des bits les moins significatifs est la technique de stéganographie d'image la plus couramment utilisée, dans laquelle le bit de moindre signification, donc le LSB, de chaque pixel permet de conserver des données secrètes. Le LSB est le bit le plus à droite de chaque pixel d'une image. Dans la méthode d'insertion LSB, les données binaires du message sont décomposées et insérées dans le LSB de chaque pixel du fichier d'image dans une séquence déterministe. La modification du LSB n'entraîne pas de différence visible car le changement net est minime et peut être indiscernable à l'œil humain. Sa détection est donc difficile. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle le masquage et le filtrage des données. Alors, l'outil Stego fait une copie d'une palette d'images à l'aide de modèles RVB, rouge, vert et bleu. Chaque pixel du nombre binaire de 8 bits, LSB, est remplacé par un bit du message caché. La nouvelle couleur RVB dans la palette copiée est produite. Dans la nouvelle couleur RVB, le pixel est remplacé par un nombre binaire de 8 bits. Supposons que vous ayez choisi par exemple une image 24 bits pour masquer vos données secrètes et que vous pouvez représenter par une séquence. Si on souhaite masquer la lettre H dans l'image 24 bits, le système représentant la lettre H par des chiffres binaires qui est le 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, pour masquer ce H, on peut modifier le flux précédent en remplaçant le LSB de chaque pixel du fichier image par la valeur du H correspondant, donc par le bit du H correspondant. Alors, on va passer vers le masquage et le filtrage.
Les techniques de masquage et de filtrage exploitent les limites de la vision humaine. Incapables de détecter de légers changements dans les images en niveau de gris et les filigrammes numériques peuvent masquer des informations de la même manière que les filigrammes sur papier. Le masquage vous permet de masquer des données secrètes en plaçant les données dans un fichier image. Vous pouvez utiliser les techniques de masquage et de filtrage sur des images 24 bits par pixel et en niveau de gris. Pour masquer les messages secrets, vous devez ajuster la luminosité et l'opacité de l'image. Si le changement de luminance est insignifiant, les personnes autres que le destinataire prévu ne remarqueront pas que l'image contient un message caché. Cette technique peut être facilement appliquée car l'image reste intacte. Dans la plupart des cas, les utilisateurs masquent des images JPEG avec des pertes qui sont relativement insensibles aux opérations de recadrage et de compression des images. Par conséquent, vous pouvez masquer vos informations dans des images JPEG avec perte, souvent en utilisant la technique de masquage. Si un message se cache dans des zones importantes de l'image de stéganographie codée avec un marquage se dégrade à un rythme inférieur sous compression JPEG. Les techniques de masquage peuvent être détectées avec une simple analyse statistique, mais résistent à la compression avec perte et au recadrage des images. L'information n'est pas cachée dans le bruit, mais dans les zones significatives de l'image. La prochaine approche, c'est ce qu'on appelle les algorithmes et transformations. Les algorithmes sont la technique de transformation et les techniques de transformation consistent à masquer des informations secrètes lors de la compression de l'image. Dans cette technique, l'utilisateur masque les informations en appliquant divers algorithmes de compression en fonction de transformation. Un algorithme de compression et de transformation utilise une fonction mathématique pour masquer le coefficient du moindre bit lors de la compression de l'image. Les données sont intégrées dans l'image de couverture en modifiant les coefficients d'une transformation d'une image. Généralement, les images JPEG sont les plus adaptées à la compression, car elles peuvent fonctionner à différents niveaux de compression. Cette technique offre un haut niveau d'invisibilité des données secrètes et les images JPEG utilisent une transformation en cosinus discret pour obtenir une compression. Il existe trois types de transformations utilisées dans l'algorithme de compression: la transformation de Fourier rapide, la transformation cosinus discrète et la transformation en ondelette. Si l'utilisateur intègre des informations dans le domaine spatial de la technique d'insertion LSB, les informations cachées dans les images peuvent être vulnérables aux attaques. Un attaquant peut utiliser des techniques simples de traitement du signal et endommager les informations cachées dans l'image lors de l'utilisation de la technique d'insertion LSB. Cela peut faire référence à la perte d'informations lorsque l'image subit certaines techniques de traitement, comme la compression. Pour surmonter ces problèmes, on peut masquer les informations à l'aide de techniques basées sur le domaine fréquentiel, telles que la transformation de Fourier rapide, la transformation en cosinus discret et la transformation en ondelette. Les données numériques ne sont pas continues dans le domaine fréquentiel. L'analyse des données d'image auxquelles des transformations dans le domaine fréquentiel sont appliquées deviennent extrêmement difficiles, ce qui rend les attaques de cryptanalyse difficiles à réaliser. La stéganographie documentaire, quant à elle, est la technique permettant de cacher des messages secrets transférés sous forme de documents. Elle peut inclure l'ajout d'espace et de tabulation aux extrémités des lignes. Donc, un stégo des documents est un document de couverture comprenant le message caché. Les algorithmes de stéganographie, appelés systèmes stégo, sont utilisés pour masquer les messages secrets dans le support de couverture du côté de l'expéditeur. Le même algorithme est utilisé par le destinataire pour extraire le message caché du stégo document. La stéganographie d'image, évoquée précédemment, ne peut masquer qu'une petite quantité de données dans les fichiers porteurs d'images. Ainsi, la stéganographie d'image ne peut être utilisée que lorsque de petites quantités de données doivent être cachées dans des fichiers d'images. Cependant, on peut utiliser la vidéostéganographie lorsqu'il est nécessaire de cacher de grandes quantités de données à l'intérieur de fichiers support. La stéganographie vidéo fait référence à la dissimulation d'informations secrètes dans un fichier vidéo porteur. Les informations sont cachées dans des fichiers vidéo de différents formats, tels que AVI, MPEG-4 ou bien WMV, etc. La manipulation de la transformation cosinus discrète est utilisée pour ajouter des données secrètes au moment du processus de transformation de la vidéo. Les fichiers vidéo transportent les informations secrètes d'un bout à l'autre. Cela garantit
une plus grande sécurité de vos informations secrètes. De nombreux messages secrets peuvent être cachés dans des fichiers vidéo, car chaque image est composée à la fois d'images et de sons. Comme le fichier vidéo porteur est un flux mobile d'images et de sons, il est difficile pour le destinataire involontaire de remarquer la distorsion du fichier image provoquée par le message secret. Et par conséquent, le message peut passer inaperçu en raison du flux continu d'informations. La vidéo, donc vous pouvez appliquer toutes les techniques disponibles pour la stéganographie d'images et audio dans la stéganographie vidéo. Les informations cachées dans les fichiers vidéo sont presque impossibles à trouver car le changement de couleur des pixels est également négligeable pour être identifié par l'œil humain. La stéganographie audio nous permet de dissimuler un message secret dans un fichier audio tel qu'un fichier WAV ou AU, ou voire même MP3. Il intègre des messages secrets dans des fichiers audio en modifiant légèrement la séquence binaire du fichier audio. Les modifications apportées au fichier après l'insertion du son ne sont pas facilement détectables. Et de cette manière, les messages secrets peuvent être protégés des oreilles indiscrètes. Les fichiers audio porteurs ne doivent pas être déformés pour éviter la détection des messages cachés. Par conséquent, il convient d'intégrer des données secrètes de manière à ce qu'un léger changement dans le fichier audio puisse passer inaperçu lors de l'écoute. On peut masquer les informations dans un fichier audio en remplaçant le LSB ou en utilisant des fréquences qui ne sont pas audibles à l'oreille humaine, donc des fréquences supérieures à 20 000 Hz. Alors, il existe certaines méthodes disponibles pour dissimuler les messages secrets dans les fichiers audio. Certaines des méthodes mettent en œuvre un algorithme qui repose sur l'insertion d'informations secrètes sous la forme d'un signal de bruit, tandis que d'autres méthodes croient à l'exploitation de techniques sophistiquées de traitement du signal pour masquer les informations. Alors, on va commencer par la méthode de masquage de données d'écho. Dans cette méthode, vous pouvez intégrer des informations secrètes dans le signal en y introduisant un écho. 3 paramètres d'écho sont utilisés, à savoir l'amplitude initiale, le taux de décroissement et le décalage ou retard. Pour masquer les données secrètes lors du décalage entre le signal porteur et l'écho diminue, il se combine à un certain moment auquel l'oreille humaine ne peut pas faire la distinction entre les deux signaux. À ce stade, vous pouvez entendre un écho comme résonance supplémentaire au signal d'origine. Cependant, ce point de son indiscernable dépend de facteurs tels que la qualité du signal audio d'origine, le type de son et l'acuité de l'auditeur pour coder le signal résultant sous forme binaire. 2 temps de retard différents sont utilisés. Ces délais devraient être inférieurs au niveau de perception humaine. Les paramètres tels que le taux de décroissement et l'amplitude initiale doivent également être définis en dessous des valeurs seuil audibles, afin que l'audio ne puisse pas être entendu. L'autre méthode, c'est la méthode de spectre à spectre étalé. Cette méthode utilise 2 versions de l'étalement de spectre. Alors, l'étalement de spectre à séquence directe, qu'on appelle le DSS, et l'étalement de spectre à saut de fréquence, qu'on appelle le FHSS. Alors, le DSS est une modulation de fréquence technique dans laquelle un appareil de communication diffuse un signal à faible bande passante sur une large gamme de fréquences pour permettre le partage d'un seul canal entre plusieurs utilisateurs. La technique de stéganographie DSS transpose les messages secrets en fréquence d'onde radio. DSS introduit du bruit aléatoire dans le signal. Par contre, la méthode FH2S va permettre à l'utilisateur de modifier le spectre de fréquence du fichier audio afin qu'il saute rapidement entre les fréquences. La méthode à spectre étalé joue un rôle important dans la sécurité des communications, tant commerciales que militaires. Nous avons aussi le codage LSB qu'on a déjà vu, qui consiste à modifier le bit de poids faible. Nous avons l'insertion de tonalités, qui consiste à intégrer des données dans le signal audio en intégrant des tonalités à faible puissance. Ces tonalités, bien sûr, ne sont pas audibles en présence de signaux audio de puissance nettement plus élevée, et la présence du message secret est donc masquée. Il est extrêmement difficile pour une personne indiscrète de détecter le message secret du signal audio. Cette méthode permet d'éviter les attaques telles que le filtrage passe-bas et la troncature de bits. Le logiciel de stéganographie audio implémente l'une de ces méthodes de stéganographie audio pour intégrer les données secrètes dans des fichiers audio. Nous avons le codage de phase dans lequel
La phase, si vous voulez, est décrite comme un segment audio initial. Ensuite, elle est remplacée par une phase de référence qui va représenter, elle, les données. Cette technique va permettre de coder les bits du message secret sous forme de déphasage dans le spectre de phase d'un signal numérique, obtenant ainsi un codage doux en termes de rapport signal et bruit. Donc, nous avons plusieurs outils qui permettent de faire cela. Vous avez par exemple MP3 Stego, Quick Crypto, etc. Alors, la stéganographie de dossier, quant à elle, va consister à cacher des informations secrètes dans les dossiers. Les fichiers sont masqués et chiffrés dans un dossier et ne sont pas visibles par les applications Windows standard, y compris par l'explorateur Windows. Vous avez une panoplie d'outils qui peuvent vous aider, Gili Softfile par exemple, ou bien Hide Folder 5. La stégano de ce nom de spam et de mail, qu'on l'a expliqué tout à l'heure, consiste tout simplement à cacher l'information dans des spams ou dans des mails afin de garder les choses secrètes. Nous avons aussi des outils de stéganographie pour mobile. Nous avons par exemple Steganomaster, Stege, SpyPix, etc. Alors, la stéganalyse, c'est quoi? Comme chaque technique, nous avons une contre-technique. Donc, la stéganalyse est le processus de découverte de l'existence d'informations cachées dans un support. C'est le processus inverse de la stéganographie. C'est une attaque contre la sécurité de l'information dans laquelle l'attaquant, appelé ici stéganaliste, va tenter de détacher des messages cachés intégrés dans des images, textes, supports audio, vidéo ou autres à l'aide de la stéganographie. Le stéganaliste détermine le message caché, codé, et si possible, essaie de le récupérer. Il peut détecter le message en examinant les écarts entre les modèles de bits et les tailles des fichiers inhabituellement volumineuses. La stéganalyse comporte deux aspects, la détection et la distorsion des messages. Dans la phase de détection, l'analyste observe la relation entre les outils de stéganographie, les stégomédias, la couverture et le message. Dans la phase de distorsion, l'analyste manipule le stégomédia pour extraire le message intégré et décider s'il est inutile et s'il doit être complètement supprimé. La première étape de la stéganalyse consiste à découvrir une image suspecte susceptible de contenir un message. Il s'agit d'une attaque contre des informations cachées. Il existe deux autres types d'attaques contre la stéganographie, les attaques par message et les attaques par message choisies. Dans le premier cas, le stéganaliste a un message caché connu dans la stégo-image correspondante. Le stéganaliste détermine les modèles qui résultent de la dissimulation et de la détection de ce message. Le stéganaliste crée un message à l'aide d'un outil stégo connu et analyse les différences de modèles dans une attaque par message choisi. L'attaquant crée un support de stéganographie à l'aide de l'outil ou de l'algorithme de message et de stéganographie connu. Les images de couverture révèlent plus d'indices visuels que les stégo-images. Il est nécessaire d'analyser les stégo-images pour identifier les informations cachées. L'écart entre l'image et la couverture de couverture et la taille du fichier stégo-image est la signature la plus simple. De nombreuses signatures utilisent évidemment certaines des couleurs de l'image de couverture. Une fois détecté, un attaquant peut détruire une stégo-image ou modifier des messages cachés. Il est particulièrement important de comprendre la structure globale de la technologie et les méthodes permettant de détecter les informations cachées afin de découvrir les activités. Certains défis de la stéganalyse sont les suivants. Les flux d'informations suspects peut avoir codé ou non les données cachées. La détection efficace et précise du contenu caché dans les images numériques est difficile. Le message peut avoir été chiffré avant d'être inséré dans un fichier ou un signal. Certains signaux, fichiers suspects, peuvent contenir des données ou du bruit non pertinemment codés. Alors, les attaques de stéganographie, on l'avait dit, fonctionnent en fonction du type d'information disponible dans lequel les stéganalistes peuvent effectuer la stéganalyse. Donc, il faut savoir que il y a plusieurs types d'attaques qui existent. Il y a les stégo-only, stégo-connus. On va essayer de les voir une à une. Alors, les attaques stégo uniquement. Alors, dans une attaque stégo uniquement, le stéganaliste ou l'attaquant n'a accès à aucune information à l'exception du support stégo et de l'objet stégo. Dans cette attaque, le stéganaliste doit analyser tous les algorithmes de stéganographie possibles et les attaques associées pour récupérer les informations cachées. La deuxième attaque, c'est l'attaque de stégo connu. Dans cette attaque va permettre à l'attaquant de connaître l'algorithme de stéganographie ainsi que l'original
et le stégo-objet. L'attaquant peut extraire des informations cachées avec les informations disponibles. L'attaque par message connu. Donc, l'attaque par message connu suppose que le message et le stégo-support sont disponibles grâce à cette attaque. On peut détecter la technique utilisée pour masquer le message. L'attaque à couverture connue. Les attaquants utilisent l'attaque à couverture connue lorsqu'ils connaissent à la fois le stégo-objet et le support de couverture d'origine. Cela permettra une comparaison entre les deux supports pour détecter les changements dans le format du support et trouver le message caché. L'attaque par message choisi. Le stéganalyste va utiliser un message connu pour générer un stégo-objet en utilisant divers outils de stéganographie pour trouver l'algorithme de stéganographie utilisé pour masquer les informations. Le but de cette attaque est de déterminer les modèles dans le stégo-objet qui peuvent indiquer l'utilisation d'outils ou d'algorithmes de stéganographie spécifiques. L'attaque de stégo choisi. Donc, l'attaque de stégo choisi a lieu lorsque le stéganalyste connaît à la fois l'objet stégo et l'outil ou l'algorithme de stéganographie utilisé pour masquer l'image. L'attaque du qui carré. Alors, cette méthode est basée sur une analyse de probabilité pour tester si un stégo-objet donné et les données originales sont identiques ou non. Si la différence entre les deux est proche de 0, alors qu'aucune donnée n'est intégrée, sinon, le stégo-objet inclut des objets intégrés à l'intérieur. L'attaque statistique distinctive. Dans la méthode statistique distinctive, le stéganalyste ou l'attaquant analyse l'algorithme intégré utilisé pour détecter les changements statistiques distinctifs, ainsi que la longueur des données intégrées. La dernière attaque, qui est l'attaque aveugle de classificateur. Alors, dans la méthode de classificateur aveugle, un détecteur aveugle est alimenté avec les données originales ou non modifiées pour connaître l'apparence des données originales sous plusieurs perspectives. La sortie du détecteur aveugle est utilisée pour entraîner le classificateur à détecter les différences entre les stégo-objets et les données originales. Il faut savoir qu'il y a que la stéganographie, comme on l'avait dit, permet de cacher les informations confidentielles. Maintenant, il y a des techniques qui permettent, si vous voulez, de détecter les messages cachés. On va commencer par les fichiers texte. Pour les fichiers texte, les modifications sont apportées aux positions des caractères. On peut détecter ces altérations en recherchant des modèles ou des perturbations dans le texte, la langue utilisée, la hauteur des lignes ou un nombre inhabituel d'espaces vides. Un simple traitement de texte peut parfois révéler la stéganographie du texte en affichant les espaces, tabulations et autres caractères qui déforment la présentation du texte. Lors de la stéganographie du texte, la stéganographie peut être détectée en examinant de plus près les aspects suivants. Les modèles inhabituels dans les stégo-objets, puis un espace supplémentaire ajouté au caractère invisible. Alors, dans les fichiers images, les informations cachées dans un fichier image peuvent être détectées en déterminant les changements de taille, de format de fichier, de dernière modification d'horodatage et de dernière modification de palette de couleurs du fichier. Les points suivants peuvent vous aider à détecter la stéganographie d'image. D'abord, plusieurs distorsions d'image, d'affichage apparaissent dans l'image. Parfois, les images peuvent être gravement dégradées. On va détecter des anomalies en évaluant un trop grand nombre d'images originales et de stégo-images concernant la composition des couleurs, la luminescence et les relations entre les pixels. On va trouver aussi du bruit exagéré. Il faut savoir que les méthodes statistiques vont vous aider à numériser une image pour la stéganographie. Chaque fois que vous pouvez insérer un message secret dans une image, les LSB ne sont plus aléatoires, avec des données cryptées à haute entropie. Le LSB de la couverture ne contiendra aucune information sur l'original. Et en plus, il est plus ou moins aléatoire. En utilisant l'analyse statistique sur le LSB, on peut identifier la différence entre les valeurs aléatoires et les valeurs réelles. Pour les fichiers audio, la stéganographie devient un processus d'intégration d'informations confidentielles, comme on l'a vu précédemment. Donc, il y a des méthodes d'analyse statistique qui peuvent être utilisées pour détecter la stéganographie audio car ils permettent la modification du LSB. Les fréquences inaudibles peuvent être analysées à la recherche d'informations cachées. Les distorsions et les modèles étranges montrent l'existence de données secrètes. Pour les fichiers audio, là, on va utiliser une combinaison des méthodes utilisées pour les fichiers images et les fichiers audio. Des signes et des gestes de code spéciaux aident aussi à détecter les données secrètes.
Ce qu'il faut retenir, c'est que la stéganographie audio et vidéo sont assez difficiles à détecter, comparées à d'autres types tels que les images et les documents. De plus, il est extrêmement difficile de détecter une bonne stéganographie, quel qu'en soit le type. Cependant, une analyse minutieuse des signaux audio et vidéo à la recherche d'informations cachées peut augmenter les chances de les détecter correctement. À titre d'exemple, pour un outil de stéganographie, nous avons ZSteg, qui est un outil qui est utilisé pour détecter la stéganographie et les données cachées dans les fichiers images de type PNG, bien BMP. Vous avez aussi Stego Veritas, vous avez Stéganographie Studio. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au prochain cours.